Alors, j'ai choisi comme sujet, si on peut dire, de vous parler de la petite expérience que j'ai acquise de l'ufologie, non pas depuis le début, mais au cours des 17 dernières années écoulées, puisqu'il y a un petit peu plus de 17 ans que je fais de l'ufologie tous les jours, à plein temps. Donc ça a été l'occasion pour moi de me faire une idée du phénomène probablement un peu différente de celle que j'avais en 88, et je voudrais vous faire partager cette expérience. Tout ça se fera à bâton rompu pour des raisons techniques. J'ai préféré ne pas aborder un sujet particulier, mais plutôt évoquer l'ensemble des questions auxquelles je me suis trouvé confronté au cours de ces 17 années. J'ai donc commencé à faire Lumière dans la nuit à la demande de Raymond Velite en septembre 88. Paradoxalement, le fait de faire la revue m'empêche un peu de faire de l'ufologie, parce que ça comporte une masse énorme de travail de bureau qui n'est pas à proprement parler de l'ufologie, mais qui doit bien être faite. Cela dit, j'ai quand même un petit peu de temps pour m'occuper de notre sujet, et c'est de ça que je voudrais vous parler. La première chose qui m'est vraiment frappé au cours de ces 17 années, c'est les événements du 5 novembre 90. Alors, comme je ne sais pas, parmi les gens qui sont dans la salle, qui est au courant de quoi, je voudrais, si vous voulez bien, procéder à un petit sondage de manière à pas vous rabâcher des choses que vous connaissez par cœur, et de manière à pas passer à côté du sujet non plus. Les personnes, s'il vous plaît, qui voient pas ou pas bien ce que c'est que les événements du 5 novembre 90. Ah oui, ça fait une moitié aussi, alors. Alors, si vous le permettez, priorité au second. Donc je vous dis deux mots de ces événements-là. Le 5 novembre 90, il y avait un petit peu plus de 2 ans que je m'occupais de Lumière dans la nuit. J'ai rien vu moi-même ce soir-là. Je suis rentré chez moi à peu près un quart d'heure trop tôt. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai un ami qui m'a téléphoné, un ami j'habitais à Brétigny-sur-Orge dans le 91 à l'époque. Et mon ami Alain, qui habitait la commune voisine, m'a téléphoné peut-être le 6 novembre ou le 7 novembre, je sais plus, en me disant, tu sais, c'est formidable, c'est incroyable. Ma belle-sœur a vu un truc lundi soir absolument incroyable. Il faut que tu viennes, il faut qu'on te parle de ça. Et c'est comme ça que quelques jours après le 5 novembre 90, j'ai rencontré cette dame qui s'appelle Madame Blandine Mariotte, qui est donc l'une des nombreuses belles-sœurs de mon ami Alain. Et nous sommes allés sur les lieux, dans une commune qui se trouve à 4 ou 5 kilomètres à l'est de Brétigny-sur-Orge, une commune qui s'appelle Vers-le-Grand, et là, Blandine Mariotte nous a raconté ce qui lui était arrivé ce lundi soir, 5 novembre 90. Entre le moment où Alain m'a prévenu de l'existence de ce témoignage et le moment où nous sommes allés sur place, j'ai appris l'existence d'autres observations qui avaient été faites, curieusement, le même soir, à la même heure. Donc j'ai trouvé ça bien étrange. Je crois me souvenir que ma première réaction, ça a été de me dire, voyons si c'est cohérent, voyons si les témoignages des uns concordent avec ceux des autres, parce que, a priori, j'avais l'idée qu'il s'agissait d'un phénomène qui s'était montré ce soir-là. Et vous allez voir, c'est pas du tout cette réalité-là qui s'est affirmée. Alors, premier témoignage, celui de Vers-le-Grand. J'ai dans ce carton un dessin qui vous donnera une idée de ce qu'a vu Madame Mariotte le 5 novembre 90. Ce dessin, je l'ai fait d'après les indications
de Blandine Mariotte, vous avez un objet cylindrique qui se prolonge par un tronc de cône, et du tronc de cône partent un certain nombre de faisceaux lumineux qui viennent frapper le sol. Le nombre de faisceaux lumineux n'est pas connu avec exactitude. Madame Mariotte estime qu'il y en avait entre 3 et 5. J'en ai fait 3 sur le dessin, mais c'est seulement par paresse. Il y en avait peut-être 4, peut-être 5. Alors, les circonstances maintenant. Voilà ce qui se passait. Blandine Mariotte revenait de son travail à Bondoufle. Elle circulait sur une petite route qui est orientée grosso modo du nord vers le sud. Et cette route passe à l'écart du village de Vers-le-Grand. Tout ça est dans le 91. Il y a un moment où la route plonge un petit peu, puis remonte, et dans la montée, Blandine Mariotte voit plein de lumière dans le ciel. Elle voit une multitude de points dans le ciel. Et dans la région parisienne, évidemment, il y a beaucoup de lumière dans le ciel le soir. Il y a tout le trafic d'Orly qui est là. Mais elle se dit, c'est pas possible, je n'ai jamais vu ça. Il y a autant d'avions que ça. Elle était vraiment étonnée, elle comprenait pas ce qui se passait. La route tourne un petit peu sur la droite, et à ce moment-là, elle aperçoit sur sa gauche, par la vitre qui était fermée, de la vitre gauche de la voiture, elle aperçoit ce que je vous ai montré là. Cet objet cylindrique qui projetait des faisceaux lumineux, et elle apercevait, enfin elle voyait distinctement plutôt, l'impact des faisceaux lumineux dans l'herbe. Le problème, c'est qu'il y avait d'autres voitures sur la route, aussi bien derrière que venant en sens inverse, et elle n'a pas pu s'arrêter. Elle a ralenti pour mieux voir la chose, mais elle n'a pas dû descendre en dessous de 20 ou 30 km/h. Sur l'illustration, j'ai pas fait figurer un certain détail par souci de simplicité. Dans tout ça, il faudrait rajouter, pour être précis, des fils de ligne à haute tension. Parce que, à l'endroit où se trouvait l'objet, qui était très proche de la route, il y a plusieurs lignes à haute tension qui passent. Madame Mariotte n'a pas pu préciser exactement la position de l'objet par rapport à ces lignes à haute tension. Ce qu'elle a pu donner comme indication précise, c'est que la chose avait à peu près les dimensions d'un smirmorque, et elle voyait ça à une distance à peu près égale aussi à la longueur d'un smirmorque. Autrement dit, si elle avait eu la possibilité de vraiment se tourner sur sa gauche pour regarder le phénomène, elle l'aurait vu remplissant tout son champ visuel. Comme elle était obligée de continuer à rouler, elle a moins bien vu l'autre extrémité de la chose, l'extrémité qui était cachée pour elle parce que se trouvant vers l'arrière de sa propre voiture, avait peut-être la même forme en tronc de cône que cette extrémité-là, mais ce détail, on ne peut pas en être certain parce qu'elle était bien obligée de continuer à rouler. Il y avait du monde qui venait derrière. Et vous savez que sur une petite route de campagne, quand il y a beaucoup de voitures, surtout la nuit, il faisait nuit. Je vous ai dit l'heure ou j'ai oublié de vous le dire? Si j'ai oublié, c'est grave. C'est 19h. Les observations du 5 novembre sont centrées sur 19h. Dans le cas de Vers-le-Grand, c'est plutôt 19h15. Donc il faisait complètement nuit, impossible de s'arrêter. Elle aperçoit cette chose, elle regarde ça du coin de l'œil tout en continuant à conduire, à vérifier qu'elle était bien dans l'axe de la route et qu'il n'y avait pas de problème avec le trafic. Elle regarde ce truc-là, qui dérivait peut-être très légèrement dans le même sens que sa voiture, mais ça, elle n'en est pas certaine. Elle comprend pas à quoi elle a affaire. Et puis finalement, elle dépasse la chose. Un petit peu plus loin, il y a un rond-point. Et dans le rond-point, il y a une voiture qui est arrêtée. Les gens sont sortis de la voiture et regardent manifestement cette chose-là. Alors, elle a tout d'abord envie de s'arrêter
pour leur parler et regarder ça en leur compagnie. Et puis elle se dit non, je vais chercher mon mari. Et au lieu de s'arrêter, elle accélère. Elle habite Itteville. Elle arrive à Itteville. Elle attrape son mari par le col de la chemise en lui disant discute pas. Et elle le ramène à toute vitesse sur les lieux. Et quand ils arrivent à nouveau sur cette route à la hauteur de Vers-le-Grand, il n'y a plus la voiture dans le carrefour, il n'y a plus l'objet, il n'y a plus rien. Voilà, en 2 mots, cette histoire de Vers-le-Grand. Quand j'ai appris ça, ou les jours suivants, j'ai eu connaissance aussi d'autres observations faites le même soir. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer un numéro de Lumière dans la nuit, évidemment, qui était le numéro 303, et je me suis retrouvé au moment où je terminais la revue, je me suis retrouvé avec 9 observations ce soir-là. Parmi ces 9 observations, il y en avait 4 qui me posaient vraiment un énorme problème de compréhension. Tout d'abord celui de Vers-le-Grand, mais il y en avait un autre à Brétigny même, c'est-à-dire la commune où j'habitais. 2 dames revenant de faire les courses en voiture rentrent dans leur quartier, composé de petites maisons de pavillons. Au moment où elles arrivent dans la rue de l'Orge, l'éclairage public s'éteint. Elles s'arrêtent précipitamment, elles descendent de voiture et elles voient arriver du sud-ouest quelque chose qu'elles décrivent comme un avant de TGV portant des décorations, vous savez, comme des guirlandes de Noël, hein, c'est-à-dire des séries d'ampoules de couleurs. Elles parlent surtout de rouge, de jaune et de orange. Mais cet avant de TGV, il volait, hein. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y a pas de voie de chemin de fer à cet endroit-là. Elle voit arriver quelque chose qui avait cette forme d'avant de TGV, mais avec plein de guirlandes dessus, et sous cette chose étaient accrochés 2 très longs cylindres blancs, lumineux, qu'elle compare à des tubes fluorescents, d'une taille gigantesque. Ces tubes fluorescents étaient accrochés sous cette, entre guillemets, avant de TGV, et l'objet se déplaçait parallèlement à ces tubes qui étaient horizontaux. Donc les 2 dames voient ça, qui vient du sud-ouest, qui se rapproche d'elles, qui passe pas très loin de leur position, et qui disparaît derrière des pavillons en se déplaçant vers le nord-est. Alors, quand j'ai eu connaissance de ces 2 observations, Vers-le-Grand et Brétigny, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que ce que décrivent les dames de la rue de l'Orge, ça colle pas avec ce qu'a vu Blandine Mariotte à Vers-le-Grand. Ce qu'a vu Blandine Mariotte était immobile, et l'objet de la rue de l'Orge venait du sud-ouest et partait vers le nord-est. Je me suis dit, il a dû y avoir 2 choses différentes ce soir-là. Et puis après, il y a eu d'autres informations qui sont arrivées. Par exemple, une observation faite par Jean-Pierre Sandou, qui habite à Nogent-sur-Marne. Non, pardon, excusez-moi, à Neuilly-sur-Marne. Alors, à Neuilly-sur-Marne, c'est extraordinaire aussi, mais c'est tout à fait différent de ça. Jean-Pierre Sandou, qui est comptable, rentre du boulot. Il est 19h moins 3 ou 4 minutes. Il surveillait avec une précision infernale la dérive éventuelle de sa montre. Il s'était acheté une montre toute neuve, évidemment, et il vérifiait en permanence que sa montre donnait l'heure exacte. Pourquoi pas? Donc, il savait parfaitement à quelle heure il rentrait chez lui. Il était, je crois, je vous dis ça de mémoire, entre 7h moins 3 et 7h moins 4. Il allume la télévision, il s'installe dans un fauteuil, et sur le coin
droit de son champ visuel à travers une porte-fenêtre. Tout ça se passe au 11e étage, au 11e et dernier étage d'une tour. Il voit des lumières vertes qui arrivent en tournant. Ça l'inquiète un peu, il comprend pas ce que c'est. Il se précipite vers la porte-fenêtre, il ouvre les rideaux, il débarque sur le petit balcon de son appartement, et là, il n'y a plus rien de vert. Il y a 4 lumières qui sont disposées aux 3 sommets d'un triangle équilatéral. Alors, il y en a 2 qui sont côte à côte, une autre qui est en haut, et ces 2-là et celle du haut sont rouges, si je me souviens bien, et au 3e sommet du triangle, il y en a une plus grosse, orange, avec un prolongement dont il donne une description. Je vous passe les détails puisqu'on dispose de peu de temps. Cet ensemble de lumière est rigoureusement immobile, et Jean-Pierre Sandou regarde ça, il comprend pas du tout ce qui se passe. Les 2 groupes de lumière inférieurs sont à la hauteur angulaire de l'horizon. Et l'autre, bien sûr, est au-dessus. Et tout ça ne bouge absolument pas. La double lumière, le groupe de 2 lumières, est dans le plan de la façade de son immeuble. Il est obligé de se pencher un petit peu pour les voir, parce que s'il reste un petit peu en retrait, elles lui sont masquées par la façade de l'immeuble. Et puis, le paysage autour est sombre, beaucoup plus sombre que d'habitude. Neuilly-sur-Marne, c'est quand même une zone très peuplée. Si vous regardez le paysage à Neuilly-sur-Marne, un soir de novembre vers 19h, il y a beaucoup de lumière. Il y a l'éclairage public, il y a les voitures, les maisons, tout ça est très lumineux. Et là, c'est tout sombre. Il voit tout sombre. Il est étonné par l'aspect sombre du paysage, l'absence de réverbères, des lumières ambiantes habituelles. Il y a simplement ces 3 lumières ou groupes de lumières. Il regarde ça, il comprend pas du tout. Il se demande ce qui se passe. Et puis il dit, tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'était vert, et maintenant c'est rouge et orange. Il comprend pas. Et au bout d'un certain temps, alors ce temps, il l'a évalué avec une grande précision, grâce au fait qu'il surveillait une dérive éventuelle de sa montre. Et Jean-Pierre Sandou, qui est un homme précis, il est comptable encore une fois, est certain d'avoir vu le phénomène pendant au moins 3 minutes et demie et plus probablement 4 minutes. Et au bout de ce temps-là, qui est probablement plus proche de 4 minutes que de 3 minutes et demie, l'ensemble de ces lumières commence à s'éloigner assez lentement vers l'est, parallèlement à la façade de l'immeuble, et puis il voit ça qui s'en va dans le lointain, et puis qui devient de moins en moins visible, et c'est terminé. Mais c'est resté rigoureusement immobile pendant près de 4 minutes. Alors, je vous ai dit 2 mots de Vers-le-Grand, de Bretigny, de Neuilly-sur-Marne. C'est visiblement pas la même chose qui a été vue dans les 3 cas. Donc, arrivé à ce stade, je me dis, mais c'est pas 2 trucs qu'il y a eu ce soir-là, c'est 3. Puis après, j'ai eu connaissance d'autres cas, et chaque fois, il était évident que chaque cas était indépendant des autres. Et là, je regrette qu'on soit limité dans le temps, parce que j'aurais eu un grand plaisir à vous en citer une 40aine d'exemples. Ce soir-là, il y a eu des centaines d'observations en France, pratiquement sur tout le territoire de l'Hexagone. Et parmi ces centaines d'observations, il y en a une 40aine, c'est un ordre de grandeur. Et une 40aine, c'est un bon ordre de grandeur, qui sont absolument extraordinaires, absolument incompréhensibles, absolument irréductibles à quoi que ce soit de connu. J'ai ici une carte que j'avais faite à l'époque, très peu de temps après le 5 novembre, et qui donne la répartition sur une carte de France de 282
points d'observation le soir du 5 novembre. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Je ne sais pas si l'éclairage vous permet de bien voir. Il y en a un petit peu partout, sauf dans les points de l'hexagone qui sont les plus éloignés vers le nord-ouest ou vers le sud-est. Mais ce dessin-là, je l'ai fait très peu de temps après le 5 novembre, certainement avant la fin de l'année 90. Si j'avais le loisir de compléter ce travail-là maintenant, j'aurais beaucoup plus de points. Cela dit, toutes les observations ne sont pas également passionnantes. Il y en a, je vous dis, une quarantaine qui sont stupéfiantes. Alors, il y a les 3 que je vous ai racontés là, et puis il y en a d'autres qui sont extraordinaires, peut-être plus encore. À Villavard, par exemple, c'est près de Vendôme. Là, il y a eu 3 observations bien groupées sur la même commune. En particulier, il y a celle d'un agriculteur qui labourait de nuit. Il s'appelle Jean-Michel Guillon. Il était donc sur son tracteur, en plein champ, dans la région entre Blois et Vendôme. Hein. Et brusquement, il voit une masse lumineuse qui arrive vers lui à toute vitesse. Donc, il regarde ça, et il se dit, ça, c'est un avion qui s'écrase, et c'est pour moi, je suis mort. Et il a le réflexe de faire ça, le réflexe dérisoire de se protéger derrière ses bras, tout en se disant, c'est fini, dans une seconde, je suis mort. Donc, j'imagine qu'il a dû lâcher le volant de son tracteur, et puis ça tardait à venir. Alors, comme il était encore en vie, il a soulevé un œil, et puis il a regardé timidement, et il a vu la chose qui partait derrière lui, horizontalement, qui est allé décrire une boucle derrière un relais de télécommunication, qui est revenu devant lui, toujours horizontalement, et qui est parti tranquillement vers l'est. Le vendredi, c'est-à-dire 4 jours après le 5 novembre, donc le 9, il y a une vérité officielle qui a été publiée. Les observations d'OVNI qui ont été faites lundi soir sont dues à une rentrée d'un satellite artificiel. Alors, il y avait donc cette vérité officielle. Évidemment, je mets de très gros guillemets à vérité. Hein. Cette vérité officielle qui n'a pas évolué depuis, c'est donc la rentrée d'un satellite soviétique. Alors, à vous de juger, est-ce que on peut voir un satellite soviétique immobile au-dessus du bord de la route quand il rentre dans l'atmosphère? Moi, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il peut rester immobile pendant au moins 3 minutes et demie en remplissant presque la totalité de votre champ visuel, et puis ensuite, au bout d'un moment, il en a marre, il s'en va tranquillement vers l'est? Je crois pas. Des observations ce soir-là, je vais pas vous les raconter toutes parce que je voudrais aussi vous parler d'autre chose. Des observations qui soient complètement en contradiction avec l'explication officielle, il y en a au bas mot une quarantaine. Elles sont, pour certaines d'entre elles, bouleversantes. En tout cas, elles sont, notamment d'un point de vue géométrique, la preuve que l'explication officielle n'est pas bonne, elle n'est pas une explication. Un tout petit exemple, parce que je voudrais avancer, à Fréjus ou à Saint-Raphaël, je ne sais plus, je crois que c'est Saint-Raphaël. Il y a un témoin, monsieur Marquez, qui est chez lui, donc il connaît bien le lieu, et étant chez lui, il sait où sont les points cardinaux. Il regarde vers l'est, en direction de l'Italie. Et il voit un spectacle lumineux, un objet lumineux avec une structure qui, donc, à l'est de sa position, défile du nord au sud. Je dis bien du nord au sud. La rentrée du satellite soviétique est censée s'être faite à peu près de l'embouchure de la Gironde vers Strasbourg.
Et une rentrée de satellite, ça doit mettre dans les 2 minutes et demie, 3 minutes, peu importe, c'est l'ordre de grandeur, je me souviens plus exactement des chiffres. Ça met à peu près 2 ou 3 minutes pour traverser en diagonale l'hexagone. Mais si ça traverse depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à Strasbourg, quelqu'un qui est à Saint-Raphaël ne va pas le voir en direction de l'Italie. Et se déplaçant du nord vers le sud. Des détails absolument irréconciliables avec l'explication officielle, il y en a à profusion. Si la question vous intéresse, je vous recommande particulièrement les numéros 359, 360 et 362 de Lumière dans la nuit. Vous pourrez les trouver au stand si vous le désirez. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Jean-Gabriel Grélé, qui a peut-être déjà fait une conférence ou qui en fera une demain ou dimanche, et qui est lui-même un témoin du 5 novembre 90. Il faisait partie d'un groupe de 6 personnes à Gretz-Armainvilliers. Gretz-Armainvilliers, ça se trouve en Seine-et-Marne. Ces 6 personnes ont vu quelque chose d'extraordinaire qui a décrit une trajectoire avec 2 angles très marqués. Ils ont vu quelque chose qui plongeait vers le sol, à tel point qu'ils ont cru, eux aussi, que ça allait leur tomber dessus. L'instant d'après, la chose avait redressé et se déplaçait horizontalement, entraînant derrière elle 2 faisceaux lumineux assez comparables à ceux de Bretigny. Et puis ensuite, c'est reparti comme en prenant de l'altitude en direction du sud-est. Tout ça, c'est absolument pas caractéristique d'une rentrée de satellite. Une rentrée de satellite, ça se déplace à vitesse constante, en ligne droite, et il n'y a rien de commun entre l'aspect que peut présenter une rentrée de satellite et ce qu'ont vu tous ces gens. À propos de l'observation de Gretz-Armainvilliers, je vous signale un petit détail amusant. On m'a signalé que sur un certain site internet, j'ai ça à la maison, je ne l'ai pas apporté, il est dit que j'ai inventé 2 témoins du 5 novembre 90, parce que j'avais d'abord publié le récit de Grélé et de ses amis, et puis ensuite, il y a eu un autre témoignage qui a d'ailleurs été trouvé par Jean-Gabriel Grélé lui-même, c'est celui de Monsieur Jacob et de son fils. Et donc, après, j'ai écrit qu'il y avait eu, à Gretz-Armainvilliers, et dans la commune voisine de Presles, 8 témoins. Ce qui n'a pas empêché qu'on peut lire sur un site internet que j'ai inventé 2 témoignages parce que je trouvais que 6 c'était pas assez, alors j'en ai rajouté 2 autres pour que ça fasse plus sérieux. Non, demandez à Jean-Gabriel Grélé, il est dans la salle, et il pourra vous renseigner à ce sujet-là. C'est lui-même qui a recueilli le témoignage de Monsieur Jacob et de son fils. Donc voilà pour, en 2 mots, parce que malheureusement il faut faire vite. Ce que j'avais envie de vous dire au sujet des événements du 5 novembre 90, ça m'a beaucoup troublé à l'époque. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, et j'en suis arrivé à l'idée que le phénomène OVNI prend les apparences de phénomènes naturels ou artificiels, comme par exemple des rentrées de satellites. Alors c'est une idée qui paraît hautement scandaleuse à beaucoup de personnes. C'est une idée qui n'est pas très gratifiant de propager. On se fait mal voir en disant des choses comme ça. Néanmoins, s'il y a parmi vous des gens qui souhaitent approfondir, par exemple, la question du 5 novembre, et je dirais même éventuellement rencontrer des témoins, car 15 ans après, il y a encore beaucoup de témoins qu'on peut rencontrer. En 15 ans, ils sont pas tous morts, ils ont pas tous déménagé. Il y en a avec qui je suis en contact. Il y en a même dans la salle. Si vous souhaitez en rencontrer, c'est tout à fait faisable. Et je vous assure que quand on interroge ces personnes une par une et qu'on compare leurs témoignages, on se dit que ce soir-là, ça a été un déferlement de choses incompréhensibles, parfois vues sous des angles monstrueux.
Il y a par exemple à Soissons un marchand de fromage qui s'appelle Monsieur Katz, qui se trouvait en bordure d'un parc dans la ville de Soissons. Il voyait une partie du phénomène apparaître à l'horizon sud-ouest, tandis que ce qu'il avait déjà vu passer au-dessus de lui disparaissait au nord-est. Ça remplissait tout le ciel, dans le cas de Monsieur Katz. Et des cas comme ça, des cas aussi extraordinaires et incroyables que ça, il y en a au bas mot une quarantaine. Donc, confronté à ça, moi je me suis dit, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Les gens voient des choses qui sont folles. Et puis le silence est retombé. Il y a eu cette explication officielle. C'est un satellite soviétique. Alors, drôle de satellite soviétique, hein. Si c'est ça, les satellites soviétiques, moi je savais pas, hein. Je croyais qu'un satellite, ça se déplaçait en ligne droite. Eh ben non. Alors, l'idée qui m'a paru se dessiner à la suite de ça, c'est que le phénomène OVNI prenait des apparences de phénomènes connus pour peut-être semer la confusion ou mieux passer inaperçu, je ne sais pas. Par la suite, j'ai trouvé d'autres raisons de penser ça. Je vais pas développer parce que je sais que le temps passe très vite, mais si vous souhaitez approfondir la question, je suis à votre disposition. Dans les années 90, il y a un certain nombre d'exemples qui se sont déroulés, qui me semblent indiquer assez clairement que des ovnis ont imité des sky trackers. Alors les sky trackers, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est ces faisceaux de projecteurs uniques ou multiples, tournants, qui étaient utilisés il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour signaler des choses comme des centres commerciaux ou des boîtes de nuit. Et c'est devenu un peu plus rare, je crois, de nos jours. La grande mode des sky trackers est passée. Mais à l'époque où beaucoup de boîtes de nuit et de centres commerciaux utilisaient ça, il y a un certain nombre de cas très précis, la documentation existe, elle est à votre disposition, qui me paraissent indiquer clairement que autre chose a pris partiellement l'apparence des sky trackers et de l'impact des faisceaux sur une couche de nuages. Il y a eu d'autres exemples. Je crois personnellement, je vous le dis très franchement, je sais bien que ce que je vais vous dire là paraît stupide, mais si vous voulez, j'ose à peine parler de preuves, mais si vous voulez, la documentation, encore une fois, elle est accessible, beaucoup de témoins sont encore présents et peuvent être contactés. Je crois que ce qu'on appelle le phénomène OVNI a imité, pendant une période assez courte, notamment en Italie et au Canada, un certain type de ballon d'enfant, qui étaient des ballons avec des petites jambes. Vous savez, vous voyez ces ballons d'enfants qui sont dans un matériau couleur aluminium et qui sont gonflés à l'hélium. Alors, en Italie et au Canada, des ballons comme ça ont été commercialisés dans les années 90 avec des détails sur le ballon qui dessinaient un visage amusant. Il y avait une bouche marrante, des yeux, avec des surfaces catadioptriques qui réfléchissaient à la lumière. Et puis, il y avait des jambes dans un tissu très léger en accordéon, terminées par deux godasses en carton. Ces jambes stabilisaient le ballon, et quand on voyait ça en l'air, on avait l'impression de voir un petit bonhomme qui volait. Il existe, me semble-t-il, des indices très forts montrant que, au Canada et en Italie, quelque chose a été observé qui ressemblait, par certains côtés, à des ballons à jambes, mais n'en était pas. D'autre part, il existe, mais là, je vous renvoie à la documentation, il existe des cas de fausses lunes, de faux avions, de faux nuages. J'ai vraiment l'impression que le phénomène OVNI, pour des raisons qu'on comprend mal, que personnellement je comprends pas du tout, prend les apparences d'autres choses dans certaines circonstances. Alors, le dernier exemple frappant de cette idée-là, c'est ce que j'appelle les crashs de rien.
On en compte maintenant, je sais plus très bien où est le compteur, mais je crois que c'est entre 35 et 40 exemples. Je vais simplement vous parler du dernier qui se soit produit. C'était il y a environ 1 an à Marseille. Un matin, un scientifique très connu qui habite Marseille se lève, ainsi que son fils, et son fils lui dit « Papa, c'est terrible, il y a un avion qui vient de se casser la gueule dans la montagne. » Au nord de Marseille, il y a une petite chaîne de montagnes, disons, qui s'appelle le massif de l'Étoile. Et le fils de ce scientifique voit un petit avion qui tombe, qui touche le sol, ça explose, ça brûle. Papa, il y a un avion qui est tombé dans la montagne. Bon, alors, le père arrive, voit la fumée, prévient les autorités, et parce qu'il était un personnage éminent, l'alarme est donnée, l'alerte est donnée, les pompiers, la gendarmerie, le SAMU, tout ça se déplace sur le terrain. Je ne sais combien de gendarmes et de pompiers fouillent le massif de l'Étoile pendant toute la journée. C'est pas très grand, c'est tout petit, ça représente peut-être la superficie d'un tiers ou un quart ou un cinquième de la ville de Marseille. Et puis vers la fin de l'après-midi, comme ils n'ont rien trouvé, ils s'arrêtent, puis ils disent bon on arrête parce qu'il y a rien. Ils avaient déclenché le plan SATER, vous savez, c'est un plan d'urgence qui est déclenché en cas d'accident d'avion. Donc tous ces gendarmes, tous ces marins-pompiers, tous ces flics, tout ça, ça cherche, ça fouille le massif de l'Étoile pendant toute la journée, puis il n'y a rien du tout. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, des cas absolument semblables à ça, on en a dans la documentation peut-être une grosse trentaine maintenant. Et en particulier en France, au cours des 15 dernières années, il est très facile d'en citer 25 ou 30 exemples. Cela dit, l'exemple le plus documenté que je connaisse, c'est produit en Amérique du Nord, c'est le cas de Shag Harbor, qui a fait l'objet d'un livre très documenté. Mais il y a d'autres cas en France qui sont des répliques parfaites du cas de Marseille, des répliques mais qui se sont produites antérieurement, et qui m'amènent à penser que il y a quelque chose qui, dans certains cas, imite des accidents d'avion. Je crois que cette idée est irrecevable pour beaucoup de gens. Mais alors, c'était quoi? Parce que quand vous prenez le cas qui s'est produit près de Rouen, le cas qui s'est produit dans le Morvan, le cas de Marseille que je vous ai raconté, c'est toujours le même schéma. Quelqu'un alerte les autorités en disant « j'ai vu tomber un avion, ça a explosé, ça brûle », les gendarmes déclenchent les opérations, les gendarmes, le SAMU, les pompiers fouillent la zone pendant toute la journée, et puis le soir, exténués, ils disent « bon, il n'y a pas d'avion qui a disparu, il n'y a pas d'épave au sol, il n'y a pas de traces, on veut bien vous croire, mais on arrête les recherches parce que, écoutez, il n'y a rien. » Ça s'est produit une bonne trentaine de fois, dont une fois en Afrique, il y a 2 ans, à Lomé. Il en a été question dans les journaux. C'est ce que j'appelle les crashs de rien. J'ai tendance à penser que les ovnis imitent aussi des accidents d'avion. Alors, c'est très étrange, et ce que je sais par expérience, c'est que cette conclusion à laquelle moi j'avoue aboutir est très mal perçue dans le petit monde de l'ufologie, et que en avançant des idées comme ça, on est sûr de se faire une réputation, mais pas la bonne. C'est très très mal perçu. Alors, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'était le 5 novembre 90, ce qui a été vu dans tous les cas de crash de rien que j'aurais plaisir à vous citer si vous voulez approfondir la question. Voilà l'aspect que prend le mystère, me semble-t-il. Cela dit, il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas si je dispose encore de beaucoup de temps. J'ai bien peur que ce soit pas le cas. Si 10 ? C'est pas beaucoup. Oh là là. Donc, je voulais vous parler de ça.
Je voulais vous signaler une petite analogie. L'histoire des crashs de rien, qui me paraît bien documentée. Alors, peut-être certaines personnes dans l'assistance auront tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est complètement fou. Bah oui, c'est fou. Mais plongez dans la doc et vous verrez, je l'invente pas. Vous verrez les articles de journaux qui vous décrivent ça en long, en large et en travers. Et chaque fois que ça se produit, les personnes concernées, c'est-à-dire par exemple les pompiers, les gendarmes, n'ont évidemment pas connaissance des cas antérieurs, donc ne font aucun rapprochement. Par exemple, les gendarmes, les pompiers à Marseille, lors du crash dans le massif de l'Étoile, n'avaient pas entendu parler de ce qui s'était passé dans le Morvan, n'avaient aucune idée du cas c'était un hélicoptère fantôme qui s'était écrasé à Darnétal, en Seine-Maritime. Les pompiers de Marseille, j'avais jamais entendu parler du cas de Darnétal, ni de tous les autres, ni de Lomé, ni de Chagarbord. Quand ces événements-là se produisent, l'info ne circule pas. Ou alors, elle circule à propos du fait lui-même, mais il n'y a personne pour faire le lien avec des événements antérieurs qui ont parfaitement la même structure. Il me semble que c'est le rôle des ufologues, ou tout de moins ça devrait être le rôle des ufologues, que de remarquer ces ressemblances et d'en déduire un certain type de comportement du phénomène OVNI. Mais ça ne se produit pas. L'information ne circule pas. J'avais un autre exemple à vous citer d'une information qui circule pas. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler des lumières de Lubbock. Lubbock, c'est une ville au Texas. C'est un cas très classique dont on trouve le récit dans quantité d'ouvrages classiques. Ça se passe en août 51, plusieurs soirs de suite, une formation en V composée de, je crois, 18, enfin disons une vingtaine, je sais plus exactement, non, de lumières survole à grande vitesse la ville, et puis ça recommence, et puis ça recommence. Il y a un grand nombre de témoins, dont des profs d'une université, des étudiants de cette université. Personne ne comprend de quoi il s'agit. Et il y a un étudiant qui réussit à photographier cette formation de lumière dans le ciel. J'ai oublié son nom, peu importe. Bravo. Merci. Carl Hart. Merci. Alors, les années passent, de nombreuses années passent, et il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus si c'est 4 ou 5, au tout début de ce millénaire, un prof qui est directeur d'un labo d'informatique de l'université du Nouveau-Mexique, qui a la vilaine habitude de consacrer ses loisirs à l'ufologie, c'est pas beau ça, s'attaque aux photos de Carl Hart. Plus précisément, il sélectionne l'une des taches lumineuses, celle qui est la plus grosse dans l'ensemble de la formation, et avec des moyens informatiques extrêmement pointus. C'est pas un Photoshop qu'il a utilisé, hein, c'est quelque chose de plus costaud que ça. Et en particulier, un logiciel qui s'appelle Lucis. Il a travaillé pendant très longtemps sur les photos de Carl Hart, sur un détail de la photo de Carl Hart, et il a fini par mettre en évidence une structure en nid d'abeille dans cette photo, dans cette tache de lumière. Si vous souhaitez voir l'image, venez donc voir le stand de Lumière dans la nuit. J'ai collé le moins mal que j'ai pu sur des grands cartons des couvertures de Lumière dans la nuit. Si vous regardez la couverture du numéro 363, vous verrez le détail de la lumière de Lubbock travaillé par Donald Burleson, c'est le nom de ce directeur de labo, et vous verrez une structure en nid d'abeille, disons, à l'intérieur de cette tache de lumière. Quand j'ai appris ça, moi je l'ai appris par la lecture d'une excellente revue américaine qui s'appelle International UFO Reporter. C'est l'une des deux
meilleure publication ufologique au monde, si ce n'est la meilleure. Quand j'ai lu ça, j'ai été complètement stupéfait. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, on tient une preuve extraordinaire. À l'époque, vous savez, vous devez savoir qu'en matière d'OVNI, il y a toujours des explications stupides qui sont propagées. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pousse comme du chien-dent. Hein. Les explications bidons, ça fleurit. Et les lumières de Lubbock avaient été expliquées d'une façon incroyable par des pluviers. Alors c'était des pluviers supersoniques qui traversaient le ciel d'un horizon à l'horizon opposé en 2-3 secondes. Ouais, des pluviers très 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 pressés et lumineux, qui plus est. Alors il y a eu sans doute d'autres explications, mais celle des pluviers est la plus croustillante. Donc je vois que Burleson a mis en évidence la structure de ces lumières. Je me dis, ça va faire c'est formidable. Là, on a fait un progrès formidable. Vive Donald Burleson, ça va faire du bruit. Eh ben, ça n'a pas fait de bruit du tout. À ma connaissance, il n'y a pas eu aux États-Unis de réaction. Il y en a sûrement eu. J'espère qu'il y en a eu. En tout cas, j'en ai pas eu l'écho. Mais quand j'ai publié ça dans le numéro 363 de LDLN, en me disant ça va vachement intéresser les gens, ça a été un flop total. Je n'ai pas reçu le moindre courrier, le moindre appel de téléphone. Rien. C'est comme s'il y avait rien eu. Il y a des choses qui se produisent qui me paraissent fantastiques. Il me semble que la photo travaillée par Burleson, ça a valeur de preuve scientifique de quelque chose, c'est quand même pas rien. Si Burleson est directeur d'un labo d'informatique à l'université du Nouveau-Mexique, c'est quand même pas le premier crétin venu. Le travail, il doit savoir le faire, ça a quand même une valeur. Ou alors qu'on nous démontre le contraire. Eh ben pas du tout, rien du tout. Ça n'a fait aucun bruit, ça n'a eu aucun impact. Je vais vous raconter une autre histoire terrible, affreuse. Attention, là ça devient horrible. Les personnes sensibles, à plus tard. C'est pas drôle du tout. Vous avez probablement entendu parler des histoires de mutilation de bétail en relation avec des observations d'OVNI. Si vous connaissez pas bien la question, on peut y remédier. Il y a 2 numéros de Lumière dans la nuit, 366 et 368. Il y en a d'autres aussi, hein. Mais en particulier ces deux-là qui vous diront ce qui s'est passé il y a 3 ans maintenant en Argentine. Des mutilations très spéciales de bovins notamment, mais aussi d'autres animaux en relation avec les observations d'OVNI. C'est une chose horrible qui se déroule à grande échelle et qui, quelques années auparavant, avait lourdement frappé les États-Unis. Alors, la chose terrible que je vais vous dire, et que les personnes sensibles sont priées de pas entendre, c'est qu'il existe manifestement quelques cas de mutilation qui ne sont pas des cas de mutilation animale, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 3 ans à peu près, j'ai eu connaissance de photos horribles qui étaient disponibles sur Internet et qui peut-être le sont encore, où la créature qui a été qu'on a retrouvée mutilée d'une façon très précise, qui rappelle les mutilations de bétail aux États-Unis et en Argentine, en ce sens que c'est toujours les mêmes parties du corps qui sont enlevées, la langue, les oreilles, l'appareil génital, d'autres choses encore, sont découpées comme au laser. Si vous lisez l'abondante littérature disponible sur les mutilations de bétail aux États-Unis, et puis aussi un petit peu en Argentine, vous verrez que les malheureuses vaches sur qui ça tombe, on les retrouve, on ne comprend pas pourquoi elles sont mortes, il n'y a pas de traces autour d'elles, il n'y a pas de sang, et les découpes sont faites comme par chirurgie laser. Alors là aussi, il y a quantité d'explications bidons, c'est des sectes sataniques, c'est tout ce que vous voudrez. Bon,
Ça ne tient pas debout. Il n'y a jamais de traces dans l'herbe. Il n'y a jamais de traces de véhicule, jamais de traces de pas. Pratiquement jamais de sang dans l'herbe. C'est toujours les mêmes parties du corps qui sont extraites. Et tout ça pose un véritable problème. Or, donc, il y a 3 ou 4 ans, on a pu voir sur Internet, et on peut peut-être voir encore aujourd'hui, des photos abominables de mutilation présentant ces caractéristiques. La victime est un Brésilien qu'on a retrouvé sur le bord d'un lac, un lac qui a une forme très découpée, qui s'appelle le lac de Guarapiranga. Si vous cherchez ça sur un atlas, le lac de Guarapiranga, ça n'est pas dans la ville de Guarapiranga, pas du tout. C'est au contraire au sud-ouest de São Paulo, alors que la ville de Guarapiranga est dans une toute autre direction. Bon, 2 personnes m'envoient des photos imprimées sur Internet, photos abominables, d'un pauvre type à qui est arrivé apparemment la même chose qu'aux milliers de bovins américains et argentins. Je me dis, qu'est-ce que je fais? D'abord, ces photos, est-ce que j'ai le droit de les publier? Je me suis dit, après tout, elles m'appartiennent pas, des photos. On peut peut-être pas publier des photos comme ça, sans l'accord de l'auteur, etc. Puis par ailleurs, je me dis, attention, c'est tellement horrible que ça va choquer les gens, ça va traumatiser les gens. Donc, j'ai signalé l'événement, j'ai donné toutes les précisions possibles, et j'ai donné l'adresse du site internet sur lequel on pouvait voir ces atroces photos. Et puis je me suis dit, s'il n'y a pas d'illustration, les gens vont passer à côté, ils vont pas voir, ils vont pas remarquer, ils vont penser à autre chose. Parce que les gens ne lisent pas toujours, lisent rarement en détail les textes. Donc je me suis dit, pour attirer un peu leur regard, qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même pas dessiner à partir d'une photo, ok? J'ai fait une carte du lac de Guarapiranga, en me disant, comme ça, voyant la carte du lac, ils vont peut-être se demander pourquoi il y a la carte de ce lac, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu. Et j'ai mis tout ça. C'est pas récent, c'est dans le numéro 358. On en est au 379. Je vous assure que je n'ai eu aucun courrier, aucun coup de téléphone, aucun retour. J'ai signalé dans le numéro 358 de Lumière dans la nuit, page 10, cette histoire de mutilation qui n'est pas animale, aucun effet. Ça m'étonne à peu près autant que le phénomène ovni lui-même, et peut-être même un petit peu plus. À propos de ce pénible sujet, et puisqu'il me reste très peu de temps, je voudrais vous dire très brièvement par la force des choses que dans 2 numéros du Figaro qui datent d'il y a quelques années, il y a un cas dont personne ne parle dans le milieu ufologique, et moi je trouve ça quand même drôlement bizarre. À Perpignan, une jeune fille prénommée Mokhtar a subi le même sort. Le texte qu'on peut lire dans le Figaro dit assez clairement l'analogie très forte qu'il y a entre le sort de cette malheureuse jeune fille et le problème des mutilations de bétail aux États-Unis et en Argentine. Je n'entends personne en parler. À ma connaissance, personne non plus n'a fait le rapprochement avec la disparition du petit Léo Ballet, survenu il y a quelques années dans les Alpes. Il y a eu un article formidable dans Match là-dessus. Et puis, silence. Si vous désirez en savoir plus, puisque je dois en terminer, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent les références dans Match et dans le Figaro, je les tiens à votre disposition. J'aurais souhaité vous parler de quelques autres sujets encore, mais je crois qu'il est trop tard. Je vous remercie de votre présence et si vous voulez plus de précisions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.